Et du coup, pour commencer, je vois beaucoup d'ADO, mais je vois beaucoup de personnes qui ne connaissent pas ADO, et on va essayer de profiter pour vous présenter ADO, pour, si vous travaillez dans la data, vous convaincre un petit peu à venir travailler chez nous. Donc ADO, c'est un groupe d'entreprises où on a plein de... Vous connaissez peut-être pas ADO, mais vous connaissez sûrement nos marques. Vous connaissez sûrement Leroy Merlin, Weldom, Bricoman, etc. Donc nous, on travaille pour améliorer et pour créer l'habitat de demain. Donc ça, c'est notre mission, c'est ce qui nous motive tous les jours pour venir travailler. Chacun dans son coin, nous, on essaye d'améliorer la data, d'améliorer l'habitat avec notre fenêtre data. Et c'est tout. Donc ça c'est nos valeurs, c'est rendre l'habitat la positive place to live. Donc et ça c'est notre mission et c'est ce qui nous anime tous les jours. Comment on est organisé? Donc nos différentes brands, nos différentes marques, ils sont organisées sous format de famille de marques. Donc vous connaissez les marques qui répondent aux problématiques et autour de l'habitat individuel, dont Leroy Merlin, Weldom, Cabane, mais aussi on se positionne dans tout ce qui est cuisine, dans nos marques de The Dio, Alice Délices, etc. Mais aussi on travaille beaucoup avec les professionnels, dont nos marques qui sont positionnées telles que Bricoman. Merci. Et du coup, en tout, chez ADO, on est plus que 150 000 leaders. Donc c'est comme ça qu'on est organisé. Tout le monde est leader chez ADO. Et dans ces 150 000 leaders, on a 4 500 collaborateurs qui travaillent dans le digital, donc dans la data, mais aussi dans la tech. Et on a plus que 2000 digital products au niveau de ADO. Donc, on a plein de boulot dans la data, mais pas que. Chez ADO, on recrute, on cherche les talents, et c'est pour ça, je vous invite à flasher ce code. Il y a plein d'offres d'emploi pour vous. N'hésitez pas à venir, on fait notre petite promo. Donc, n'hésitez pas à contacter, à chercher le boulot qui va être fait pour vous. Pour continuer, maintenant on va parler de notre problématique du jour, de notre sujet du jour qui est le data mesh. Et pour introduire ce sujet, on est très content que Alex et Christophe nous présentent ceci. Merci de les accueillir. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Donc on va commencer cette présentation sur le data mesh. Alors, tout d'abord, qui sommes-nous? Donc je vais me présenter, moi c'est Christophe Tourment, je suis architecte d'entreprise chez ADO. Et pour vous, donc forcément je travaille beaucoup sur le sujet du data mesh. Et pour me présenter très rapidement, ça fait plus de 20 ans que je travaille dans l'IT, dans différents domaines. Et pour vous donner une petite info personnelle, mon premier ordinateur c'était un Thomson TO7. Peut-être certains connaissent, j'ai mis la photo là. Ça ressemble à un ordinateur d'il y a quelques temps. Voilà. Et juste pour rappel, il y avait 8 bits et 22 kg de RAM. C'est une autre période. Voilà, je vais laisser Alex se présenter. Bonsoir tout le monde, merci d'être venu. Alex, moi je suis domaine tech lead au sein du Data Hub. Je travaille dans l'IT depuis 15 ans. Tout ce qui touche à la data, modèle de données, processing, essentiellement sur des trucs un peu volumineux. Et ça, c'était la première console que j'ai utilisée. C'était un téléscore de chez Seb qu'on branchait sur la télé pour jouer à Pong. Voilà. Bon, ça vient de loin, hein, le data mesh. Il y a du taf. Hein. Allez, bon courage. Merci Alex. Donc on va rentrer un petit peu dans cette présentation. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter au début plutôt les concepts un peu from the book, je vais essayer de vulgariser cette part. Qu'est-ce qu'un data mesh et à quoi ça répond?
Et puis Alex nous fera plutôt un retour d'expérience sur ce qu'on a fait à ADO, en quoi en fait on s'oriente vers ce type d'approche. Alors, la définition from the book, donc data mesh, c'est is a socio-technical paradigm. Donc c'est une approche, c'est pas une méthode, c'est pas des outils, c'est une approche dans laquelle on va essayer de gérer tout ce qui est interaction entre les gens, entre les architectures techniques, les solutions dans une organisation complexe, et on parle bien sûr de data management. Ok ? Donc c'est vu comme étant le prochain changement de paradigme, ou le suivant, parce que ça fait déjà un moment qu'on est dedans. Voilà. Alors, pour commencer, le data mesh, ça a été créé par Zhamak Dehghani, qui du coup a commencé à parler de ce concept il y a à peu près 3-4 ans. J'ai mis le lien, il y a un article qui a été fait sur le blog de Martin Fowler, qui décrit déjà assez bien tous les principes du data mesh, et puis elle a fait un bouquin aussi, data mesh. Voilà. Donc ça vient de là. Alors le data mesh, cette approche, elle le décline en 4 principes, donc qui sont Domain Driver Data Ownership Architecture, Data as a Product, Self-Serve Infrastructure as a Platform et Federated Computational Governance. Alors là, j'aurais pu vous faire tous les principes en un, mais j'ai préféré pas le faire. J'ai préféré raconter un peu plus une histoire, quelque chose qui me parlait un peu plus. Donc je vais tout de suite switcher sur un peu l'histoire des applications. Voilà. Donc à une époque, on créait des applications, on commençait à créer du software, et puis on a tout mis en un bloc, on a créé un peu des gros monolithes, puis il y avait plein de gens qui travaillaient dessus, puis à chaque fois qu'on voulait changer quelque chose dans l'application, dans le monolithe, c'était super compliqué, ça coûtait cher, on cassait tout. Donc on s'est dit à cette époque-là, on va peut-être changer de méthode, parce que ça scale pas trop. Donc voilà, c'était compliqué, on perdait, voilà. On était un peu dans cet état-là, quand on nous demandait de rajouter une fonctionnalité. Voilà, et puis on s'est dit, sur le côté applicatif, on va faire des choses plus modulaires. On va mettre en place une architecture modulaire. Puis on a commencé alors le schéma là, il n'est pas très beau, je ne sais pas pourquoi il ne marche pas. Ouais. Un petit souci de représentation là. Donc il y a différents domaines, et dans ces domaines, il y a différentes teams qui travaillent sur ces domaines. Et puis on a découpé du coup le logiciel en plein de petits bouts. Donc là on voit pas bien, mais il y a 3 bouts. Et puis ça nous a permis de faire quoi? Ça nous a permis donc, on a spécialisé les composants, on les a modularisés, et ça nous a permis de changer un composant sans casser l'ensemble. On maîtrise mieux en fait les capacités d'évolutivité de système global. Alors c'est un peu plus complexe, c'est un peu plus distribué, mais ça offre pas mal de propriétés. Donc une, c'est l'évolutivité. Et aussi, alors l'évolutivité, c'est pas que technique, c'est aussi organisationnel. Puisqu'en fait on a des équipes plus courtes qui s'occupent d'un domaine plus spécialisé, donc on peut en créer plus facilement. Et puis c'est aussi techniquement, parce qu'on a mis en place ce qu'on appelle les architectures microservices, où on a pris ces modules et on les a implémentés sous forme de microservices. Donc c'était une première réponse en fait à ce problème un peu de monolithe. Voilà. Donc on avait fait à cette époque-là la modularisation de la partie, on va dire, plus applicative, opérationnelle. Et puis on s'est dit, on va collecter tous les datas dans une belle plateforme. Alors, on l'a appelé Data Warehouse centralisé, on l'a appelé ce genre de nom-là. Et puis on a eu une data team qui s'est mis à s'occuper forcément de cette plateforme. Alors bien sûr c'était pour répondre à des usages, analytics, comment je peux prendre des décisions data-driven sur l'ensemble des datas de mon entreprise. Et puis finalement on est retombé un peu dans le travers du monolithe en fait. On avait une équipe centrale qui était un petit peu entre 2 autres équipes. Il fallait avoir toute la connaissance de tous les domaines métiers pour pouvoir répondre
à tous les besoins métiers, dans une architecture assez monolithique. Donc c'était assez compliqué. Et surtout, on s'est rendu compte qu'on avait du mal à le maintenir. Même problème que le monolithe, hein. On tire un fil et puis on ne sait plus ce qui se passe. Plein de pipeline à l'intérieur, on en touche un, poum, ça pète. Et puis une équipe au milieu qui ne peut pas scaler, quoi. Dans une organisation assez large, c'est compliqué. Du coup, on a entamé le même chemin. Alors on ne voit pas bien, c'est dommage. Bon, là, il y a 3 domaines. On a commencé donc à faire quelque chose. On s'est dit, on va modulariser ça en fait. Cette grosse plateforme, on va la modulariser. Et donc c'est la même approche. Et puis on va le mettre de manière beaucoup plus distribuée. Donc on va réappliquer cette méthode, on va distribuer ça dans des équipes. On va faire ce qu'on appelle des data products, on va en parler. C'est des composants data spécialisés qui sont sur un domaine donné. Et c'est le domaine qui s'en charge. C'est pas d'un côté une équipe applicative, de l'autre côté une équipe analytique, et puis il y a une sorte de collecte des données, etc. Non, c'est l'équipe là, du domaine, qui va gérer, alors il y a des compétences différentes, hein, c'est pas le souci, qui va gérer en fait son domaine d'expertise, ses data products, ses microservices. Donc on va spécialiser, on va mettre des modules cohérents, et on va distribuer les responsabilités du coup. Il n'y a plus une équipe centrale, il y a des équipes qui s'occupent de produits data. Voilà. Et puis on va utiliser des technologies, parce qu'on a un peu la même histoire, c'est sur la partie analytics, on a passé par différentes stacks technologiques qui ne scalaient pas forcément. Puis il y a eu un moment l'arrivée du cloud, et on a su trouver des technologies qui scalent. Voilà un petit peu pour l'histoire. Du coup, je reviens sur les principes. Alors je vais quand même les détailler un tout petit peu. Donc, premier principe, c'est l'application du Domain Driven Design à la data. Donc c'est ce principe de Domain Driven Data Ownership Architecture. Donc ça va être quoi ça? Ça va être cette idée de décentraliser la data dans différents domaines, et notamment le ownership de la data. Voilà. Et l'objectif de ça, c'est de pouvoir créer donc, un écosystème qui est capable de s'adapter à un niveau de scale. On peut scaler, ajouter des use cases, ajouter des nouveaux data products, ce qui va nous permettre en fait de assez facilement rajouter de la valeur grâce à la data. Et c'est ce qu'on appelle rajouter des nodes sur le mesh, en fait. Ouais. Je vais arrêter de regarder là. Donc domaine orienté data et compute. Donc là, on va retrouver en fait une représentation, un domaine dans lequel on trouve l'application, on trouve les data. Et du coup, c'est plus 2 mondes, c'est un seul monde en fait. Et on va avoir des capacités dans ce domaine, notamment par exemple des API, du produit opérationnel. Je prends un produit qui gère les commandes, il y a une API REST qui permet de savoir d'aller interroger les commandes, par exemple, d'un client. Et puis on va mettre dans le même domaine les API analytiques. Alors, les API analytiques, au sens large, ça va être, par exemple, la capacité d'aller en masse rechercher les 10 dernières années d'historique de commandes, voilà, etc., etc. Donc c'est ça ce premier principe. Donc si je le résume un peu en un slide, on va avoir un plan qu'on va appeler Operational Data Plane, sur lequel on va avoir un certain nombre d'applications, microservices ou pas d'ailleurs, des domaines, avec des équipes qui gèrent le domaine, et le plan analytique. Donc en bas, on a les data on the inside, et au-dessus, les data products, data on the outside, ce qui va nous permettre de partager dans le domaine l'ensemble des données. Et on va plus fonctionner comme ça en 2 grandes couches, appli, et derrière data warehouse. On va fonctionner comme ça en domaine, avec l'équipe qui gère et l'opérationnel et la data. Deuxième principe, le product thinking appliqué à la data, donc le data as a product. Alors je reprends un petit peu là, le domaine là, dans lequel on a l'équipe qui fait l'application et les data product.
Donc c'est quoi ce concept de data product? C'est un composant data qui contient du code, de la data, des policies, et qui va permettre en fait d'exposer de manière décentralisée la donnée. Chaque domaine va avoir son petit boulot d'aller exposer ses atomes de données, ses molécules de données. Voilà, donc ça c'est la définition, je vais la passer. L'important c'est le principe. Alors dans la littérature, vous trouverez par exemple ce canvas qui est assez bien fait, sur lequel on trouve en fait toutes les caractéristiques liées au data product. Vous allez trouver les fameux petits points en entrée, les input ports, de quoi ils s'alimentent. Alors il peut s'alimenter d'un système source, il peut s'alimenter d'un autre atome de données. On a cette image des atomes, et puis après on fabrique une molécule avec 2 atomes de données. On va le classifier, on va expliquer ce qu'il fait, on va lui donner des outputs. Par exemple, ce data product, il nous sort une API ou il nous sort, je sais pas, un report ou peu importe. Et puis un certain nombre de propriétés liées un peu au contrat de ce data product, des métadonnées, qui est le honneur, quel est le modèle, si c'est le modèle des data, quelle est la sémantique qui est utilisée, quelle est la privacy sur les données, etc. Et puis toute une partie observabilité, quelle est la qualité, etc., etc. Et puis la partie tout à droite, finalement, qui sont mes consommateurs de ce data product et dans quel use case métier ça apporte la valeur. Hop là. Alors très rapidement, je ne vais pas tout détailler, mais dans les principes du data mesh, le data product, il y a un certain nombre de propriétés. Il doit être découvrable, compréhensif, de confiance, accessible nativement, directement avoir apporté de la valeur par lui-même, interopérable et sécurisé et compliant. Je ne veux pas rentrer dans le détail, mais il y a des grandes propriétés sur le data product. Troisième principe, le principe d'appliquer à la data le platform thinking. Donc ça s'appelle Self-Serve Infrastructure as a Platform. Ça c'est les équipes des applications, des produits digitaux. Ils ont beaucoup de boulot. Donc on a vu qu'on leur donnait en plus des data products à fabriquer dans leur domaine. Donc c'est quand même du boulot. Et il va falloir leur faciliter les choses. Donc l'idée de la plateforme, c'est de fournir des services qui facilitent en fait et qui baissent la charge cognitive des équipes par rapport à cette nouvelle création de data product à faire ces atomes et ces molécules dans les différents domaines. Donc c'est vraiment ça le principe, enabler l'autonomie. Donc on va leur mettre à disposition ce qu'on appelle une self-service platform, data platform. Ils vont utiliser ces services, il y aura du compute, il y aura du storage, il y aura plein de choses, pour que les domaines puissent fabriquer de manière autonome leur data product. Et bien sûr, comme il y a une plateforme là qui est créée, il faut une équipe pour gérer la plateforme. Donc ça, c'est la plateforme team. Donc il faut qu'il y ait une équipe qui soit en charge de construire ces services. Voilà. Et donc cette plateforme, elle va permettre aux applications d'aller créer leur data product, de gérer le cycle de vie, la découvrabilité, l'observabilité des data products, etc., etc. Donc elle va fournir des services. Alors les services, ils peuvent être sous forme d'API, pour qu'ils soient le plus possible automatisables. Ça peut être des UI, ça peut être plein de choses en self-service qui aident à fabriquer les data products. Et le quatrième et dernier principe du data mesh, c'est la gouvernance computationnelle et fédérée. C'est cette idée-là, comme je vous le disais, avec le data mesh, on va avoir plein d'atomes. C'est comme l'architecture distribuée avec les microservices, il y en a partout, les microservices. Il va falloir organiser un peu les choses et pas s'y perdre. Donc pour ça, il faut un peu donner un certain cadre, une gouvernance sur le sujet. Donc pour passer d'un truc incompréhensible à un truc à peu près bien classé, avec des normes, avec une sémantique, avec une sorte de carte qui nous permet de classifier tous ces data products de certaines manières et qu'on s'y retrouve dans cet écosystème et pas s'y perdre. Donc la gouvernance, elle va avoir
comme objectif principal de pouvoir donner la bonne donnée à la bonne personne au bon moment. Donc on va devoir travailler sur cette donnée, qu'elle soit sûre, qu'elle soit de haute qualité, consistante, complète, etc., etc. Donc pour ça, dans les principes du data mesh, il y a cette notion de gouvernance fédérée. Alors si je prends le schéma, je vais commencer par les domaines là, en rouge et en jaune. C'est des domaines applicatifs et data qui fabriquent une application avec ses data products, etc. Donc ils utilisent des services de la self-service platform pour fabriquer leurs data products. Voilà, et on va avoir besoin, parce qu'il y en a plein des domaines, un peu de cadrer tout ça et de donner un peu des grandes guidelines sur la gouvernance, sur le ownership, sur ce genre de choses. Donc on va créer en fait une équipe fédérée qui va avoir en charge de définir un petit peu tout ça, toute cette gouvernance. On peut le faire de différentes formes. Hein. Et cette équipe, elle est en charge aussi de donner un peu des politiques globales sur le périmètre pour qu'on puisse s'y retrouver, hein, comme vous avez vu avant, que chaque atome et chaque molécule ne soient pas différentes, mais qu'on ait une manière de les retrouver et de les classer, de les gouverner. Et le dernier point dans Federated Governance, c'est le computationnel. Le computationnel, dans le data mesh, ça veut dire qu'on est capable d'implémenter dans le code les policies. C'est quelque chose qu'on fait très peu en général. Je vais donner un exemple. Si on définit qu'une data qui est partagée dans un data product doit avoir une définition d'un business term, par exemple, qui décrit ce que c'est que ce business term, ben ça c'est une policy qu'on peut coder. Et si on peut l'implémenter dans le code, et si elle est absente, on peut au moins alerter et au pire bloquer le déploiement. Mais dans le code, pas juste une guidelines. Donc il y a cet aspect où dans le data mesh, on voudrait aller sur quelque chose d'assez qu'on peut coder en fait. Voilà. Et donc très rapidement, je finis cette intro avec 2 slides. Donc on a vu, il y a le plan opérationnel dans lequel on crée des applications. Donc ça c'est les domaines. Par exemple, ils créent une application avec des microservices. Ou alors un autre domaine avec une application legacy. Donc c'est les équipes des domaines qui font ça. Et puis ils vont gérer aussi le plan analytique, les données analytiques. Donc ils vont créer leur data product. Ok. Donc là, c'est les équipes domain qui gèrent l'app et les data. Et puis on a besoin pour ça d'avoir une plateforme. Donc une plateforme, donc dans la description du data mesh, elle est en 3, ce qu'ils appellent les planes, en 3 plans. Plan data product, plan mesh experience et plan utility. Donc on va retrouver par exemple dans utility tous les services de compute pour pouvoir transformer de la donnée, etc. Dans le data product plane, vous allez pouvoir créer un data product, rechercher, etc. Et dans le mesh experience, ça va être tous les services qui permettent de naviguer dans cet écosystème. Comment je peux chercher dans l'ensemble des data products celui qui m'intéresse, par exemple. Donc ça, c'est cette plateforme qui va devoir être créée donc, par une équipe, une team data platform team, pour permettre aux applications des domaines de créer ces data products. Et puis au-dessus, on applique la gouvernance, donc fédérée et computationnelle, avec un certain nombre de policies qu'on va essayer d'implémenter réellement dans le code. Voilà. Alors pour finir, dernier slide sur l'intro, si on compare un petit peu aux approches traditionnelles, la transformation data mesh c'est passé d'un ownership centralisé à un ownership distribué dans les domaines. De manière architecturale, vous l'avez compris, de passer de quelque chose de monolithique à quelque chose de modulaire, distribué. De passer techniquement de data by product of code, la data à côté, l'application à côté, à data and code as one unit. Une gouvernance top-down à une gouvernance fédérée et distribuée. Et puis au niveau d'un principe de base, c'est avant on pouvait dire la data c'est quelque chose qu'on doit collecter, et là non, c'est la data est un produit qu'on doit partager. Voilà, alors
Alors juste pour vous donner un indicateur, c'est du feeling. C'est pas très data-driven, c'est plus un truc qu'on a partagé entre nous. On s'est dit, nous à ADO, on en est où de tout ça puisqu'en fait, Alexandre va le raconter, mais on a été sur cette voie. Voilà, c'est un petit peu nos indicateurs. On a pas mal bossé toute la partie plateforme. On a encore beaucoup, je pense, d'efforts à faire sur la partie gouvernance. Voilà, le data product, c'est pas encore quelque chose qu'on connaît vraiment, mais on a des débuts de data product. Et puis la partie domain driven, on l'applique déjà sur l'architecture, donc on a déjà quand même avancé sur ces sujets-là. Alors je vais laisser la main du coup à Alexandre. Avant de laisser la main, il faut prendre 2 questions et jouer avec l'interactivité avec le public. Donc en réponse à cette introduction, on va prendre une question. La question la plus likée, en plus de mon test qui a eu 13 likes. Est-ce que les data products nécessitent un recrutement supplémentaire, difficile à mettre en place dans nos organisations? On passe une équipe pour un monolithe vers une équipe par domaine data product. Alors, première question, est-ce qu'il faut recruter des gens et est-ce qu'il faut en mettre partout? Oui, il va falloir infuser la culture de la data. Et pour ça, si on veut que ce soit les domaines qui fabriquent les data products, il va falloir des gens qui sont en charge de ça dans les domaines. Donc c'est sûr que si on prend une équipe centralisée, je veux dire avec 5 personnes, et puis qu'on a un truc où on éclate en 15 domaines, oui, il va falloir du renfort. Après, c'est aussi de la culturation. Quelqu'un dans une équipe, il y a des gens qui sont sensibles ou pas à la partie data, et on peut trouver des gens qui ont un peu une double casquette, qui sont capables de faire du data product parce qu'ils connaissent le SQL, ils connaissent la data, ils ont déjà fait un peu, ils sont dans ce domaine-là. Donc voilà. Donc oui, il va falloir quand même se staffer en conséquence. C'est un peu pareil avec l'architecture microservice, on en parlait avant. Quand on split un monolithe en 15 pièces, il y a 15 équipes. À ce moment-là, il y a forcément un certain nombre de personnes à faire monter dans les équipes pour gérer ce genre de choses. Et la deuxième question, excuse-moi, on va prendre une deuxième question. Il y a une deuxième question sur ADO, mais on va la laisser après la présentation d'Alexandre, parce qu'il y a des éléments de réponse là-dedans. Mais la deuxième question la plus likée, on est là. Si on a un ERP type SAP en place, on fait comment? Aïe aïe aïe. On s'adapte. Hein. Vous ne pourrez pas couper votre monolithe. Par contre, vous pourrez quand même fabriquer des data products. Alors, je pense que ça, c'est pas incompatible. Donc, vous pouvez très bien regarder les capacités de votre monolithe, on va dire si c'en est un SAP, ses capacités d'API, tout ce qu'on peut prendre en input port là, des data products, et essayer de modulariser la partie data. Voilà, c'est pas... Je sais bien que dans le SAP, ça va peut-être être un gros bloc, mais pourquoi pas aller exposer justement des atomes, ça pourra rendre un certain nombre de services aux autres. Je pense que c'est pas impossible. Après, il y a certainement un effort à aller regarder dans le monolithe comment c'est fait pour pouvoir l'exposer de manière assez modulaire. Ouais, on a SAP, ouais. À ADO. Très bien, merci Christophe. Donc on va enchaîner avec la deuxième partie, avec Alex. Donc ça, c'était un data mesh. Alors comment ça s'est passé chez nous? On n'a pas fait un data mesh. Voilà. Pourquoi on n'a pas fait un data mesh? Parce que on a commencé à se transformer il y a à peu près 6 ans. Et il y a 6 ans, un data mesh, personne ne savait ce que c'était. Et en fait, on n'a pas voulu construire quelque chose. On avait juste un bon paquet de pain points en face de nous et on avait cette volonté de les enlever. Il se trouve qu'on a été suivis par nos chefs, ils nous ont autorisé à les enlever les uns après les autres. Ça a été long. Mais on l'a fait. Ça a commencé parce que moi je viens du DataWare, du monde DataWare, donc à l'origine on est plutôt des intégrateurs. On récupère des trucs, on les installe, on les configure et après on les utilise.
Mais la data, c'est pas que le dataware. La data, c'est aussi, chez ADO, on avait un ESB, on avait des API. Et à un moment donné, on s'est tous réunis et on s'est bien rendu compte que on n'avait pas franchement le même niveau d'industrialisation. Les gars des API, ESB, c'était plutôt des gens qui venaient du dev et ils avaient déjà implémenté pas mal des concepts qui venaient du dev. Alors que nous, donc ça c'était plutôt nos amis ESB, API, ils sont très forts, ils ont industrialisé tout. Nous, on était plutôt en mode old school, équipe centralisée, mode projet, il fallait tout préparer l'année précédente, après cycle en V, on faisait notre livraison du monolithe qui faisait flipper tout le monde. Voilà. Et du coup, on s'est dit non, c'est pas possible, il faut qu'on se transforme. Alors, la transformation, elle s'est faite globalement en 3 actes. Et surtout en lien avec 2 gros pain points standards qu'on a tirés tout le long de notre transformation. C'était le scale, parce qu'on avait un joli Teradata, mais il était toujours plein. Je sais pas, on le changeait pourtant, mais même quand on le changeait, il était plein. Et le time to market pour faire des évolutions. Voilà, c'était pas possible. Pour rajouter une colonne, il fallait un projet de 6 mois. Donc ça, c'était juste pas possible. Donc on a eu 3 phases. Première, industrialisation. On faisait beaucoup trop de choses à la main. Deuxième, le scale, ça rentrait plus rien qui rentrait, c'était pas possible. Et à la fin, on s'est dit, on va laisser l'autonomie aux gens. De toute façon, c'est eux qui veulent rajouter des colonnes, alors on va juste se débrouiller pour qu'ils puissent le faire tout seuls. Donc c'était ça les 3 actes. Alors, ouais, si vous savez pourquoi j'ai mis cette image, vous avez une bière à la fin. Je me souviens plus. Donc la première phase, c'était industrialisation. Fin 2016, franchement, la moindre évolution, ça coûtait un bras. Ça coûtait un bras, c'était super long. Il fallait planifier le projet, récupérer des équipes, et ensuite, quand on passait en prod, on passait une espèce de carton avec une bible au-dessus de tout ce qu'il fallait faire pour pouvoir le mettre en prod. Ça marchait pas de toute façon, donc on réécrivait une deuxième bible. Et du coup, le gros souci qu'on avait, c'est qu'on touchait à rien. Aucune agilité. Rajouter une colonne comme c'était une map du monolithe, il n'y avait personne qui voulait le faire. De toute façon, on n'avait pas le budget. Rajouter une colonne, c'était un projet de 6 mois, le ROI était nul. Donc du coup, on avait une grosse dette fonctionnelle sur les données qu'on avait. On n'était pas du tout en phase avec le métier qui, lui, passait en mode agile et changeait tous les mois. Et du coup, on était vraiment en mode projet cycle en V. Et là, ce qu'on a fait, la première chose qu'on a faite, c'est on a mis en place de l'industrialisation. Alors à l'époque, c'était plutôt du GitLab chez nous. Depuis, on a changé, on est passé sur GitHub. Et voilà, nos maps, c'était des pull requests, c'était des merges, c'était un déploiement automatique, etc. Ça, c'était la première transformation sur la partie dataware. C'était tout passer sur Git. Donc on a dû transformer notre ETL, transformer la façon de l'utiliser, etc. Ça, c'était la première phase. Ça nous a permis à l'époque d'aller plus vite, en tout cas. Et puis, on a même commencé à un peu donner la main à certains utilisateurs pour faire des modifs, parce que comme la map était automatisée via des pull requests sur des branches, les équipes de run savaient ce qui allait se passer et pouvaient dire oui, non, tester dans des environnements et tout ça. La deuxième phase, c'est le scale. 2017, le dataware, il était plein. Et en 2017, franchement, c'était l'époque où on faisait toutes les réunions Big Data, où on nous prévoyait des terras et des terras. Et donc, clairement, ça n'allait pas rentrer dans notre Teradata. Donc, il fallait trouver une solution. Et puis, on avait toujours notre business là qui changeait toutes les semaines, quoi. Ils avaient un nouveau geste métier qu'ils avaient implémenté quelque part et ils voulaient pousser la data. Nous, on leur disait, non, on n'est pas prêt, projet, machin, etc. Donc, du coup, on n'avait pas toutes les données dont le business avait besoin pour se mesurer. Et c'était, on perdait des trucs. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a basculé sur Hadoop. On a acheté des énormes stacks Hadoop pour pouvoir stocker toutes les données. Et l'ingestion sur Hadoop, on a commencé à aussi l'automatiser via des fichiers de conf. Et là, on a laissé la main au business, aux data providers d'origine. Comme ça, ils pouvaient eux-mêmes décrire leurs données, ça rentrait dans la stack Hadoop.
Alors après, depuis Hadoop vers le DataWare, ça c'était toujours cycle en V classique, mais au moins toutes les données, elles étaient déjà enregistrées sur Hadoop, et le business pouvait rajouter lui-même ses colonnes, ses nouvelles data par rapport à ses nouveaux gestes. Ça c'était 2017. Ça a bien fonctionné, on a pris plein de données comme ça. Le truc qui s'est rempli quasiment tout seul. Et du coup, troisième step, début 2018, le Hadoop il est plein. Voilà, c'est dingue quoi. Ça doit faire pareil à la maison. Vous achetez un meuble, vous sortez, vous revenez dans la chambre, il est plein quoi. Pareil. On achète une bécane, on la met, on s'en va, on revient de vacances, elle est pleine. Voilà, c'est pareil. Et le deuxième problème avec Hadoop, c'est qu'on ne savait pas ce qu'il y avait dedans en fait, puisqu'on avait donné la main aux utilisateurs. Alors côté DataWare, on était en maîtrise, c'était carré et tout. Il n'y avait pas grand chose, mais au moins c'était bien rangé. Bon, dans le Hadoop, c'était le boxon. Il y en avait partout. Donc, toujours problème de données, parce que le Hadoop il est plein, on ne peut pas tout mettre. Et là, les data scientists, ils viennent nous voir, ils nous disent c'est pas possible, entre le moment où on nous dit qu'il faut faire un truc et le moment où on a la data pour le faire, il faut quasi une semaine quoi. Il faut courir à droite à gauche, savoir où sont les données, les identifier, essayer d'avoir accès, les recopier ailleurs, parce que forcément ils bossent pas là, ils bossent ailleurs. Voilà. Et en 2018, gros changement chez nous dans l'entreprise, on signe un partenariat avec Google. Et donc là, on bascule sur le cloud. On bascule sur le cloud, ça va nous aider sur la partie scale. Alors, en parallèle, on crée 2 produits en interne, on se transforme, on devient des développeurs, enfin on essaye en tout cas. Premier produit, c'est un catalogue de données. L'idée, c'est de pouvoir facilement rechercher de la donnée, un peu comme on recherche des trucs sur Google. On recherche la donnée, on demande les accès, bon après il y a un workflow de validation, de trucs et de bidules, et à la fin on a accès à la data. Voilà, ça c'était pour nos amis data scientists. Et en parallèle, on fabrique un produit pour aider tout le monde à mettre les données sur BigQuery. Parce que le but du jeu, c'est quand même que les données arrivent sur BigQuery. Donc il faut que le business commence à pousser ces données sur BigQuery, les transforme pour que ça devienne quelque chose de compréhensible qu'on va retrouver dans le premier produit. Il y a déjà une cohérence à l'époque, c'est pas mal. Voilà. Ça, c'était le début de notre plateforme. Donc début 2018, on bascule de Hadoop, pas duré longtemps notre Hadoop, vers GCP. Voilà. Alors, ça c'est un screenshot de notre produit de recherche de données aujourd'hui. Voilà, gentil PO qui est là, qui rigole. Voilà, donc c'est un moteur de recherche. Vous tapez, donc là en anglais, vous tapez un mot et vous allez retrouver tous les jeux de données dans l'entreprise en rapport avec ce mot. Alors c'est aussi en rapport avec la partie gouvernance que vous a présenté Christophe juste avant. C'est-à-dire que les termes qui sont employés sont normalisés, sont mis dans un dictionnaire, validés par des gens, par des équipes dédiées. Voilà. Ça, c'est notre produit Data Finder qu'on a commencé à construire en 2018, en production. Vous aurez quelques KPI à la fin, il faudra les retenir, sinon pas de bière. Alors, BigQuery, ça a été un vrai changement pour nous. Il n'y a pas que BigQuery, vous avez le droit de prendre autre chose. Par contre, il y a un élément qui est important quand même, 3, qui sont nécessaires si vous voulez basculer dans un mode data mesh. Voilà, BigQuery. Et qu'on n'avait pas forcément sur notre DataWare Teradata on-prem. Alors le premier point, c'est l'isolation technique. Si vous voulez libérer, si vous voulez autoriser les gens à faire des trucs, sans être derrière à checker s'ils le font bien ou à dire non, toi t'as pas le droit, etc., faut les isoler. Voilà, faut les laisser faire tout leur truc tranquille, peinard, sans embêter le voisin. Donc il faut avoir une stack qui permette ça, l'isolation. Voilà, sur un truc on-prem, c'est juste pas possible. On a quelqu'un qui va nous mettre une belle requête et tous les autres ils vont attendre leur tour. La deuxième chose qui est importante, c'est le standard. Le standard est tout le monde pareil au même endroit. Alors ça, on l'avait sur le Teradata. Les données, elles étaient toutes dans le DataWare. Si vous vouliez croiser un truc avec un autre, vous faisiez une jointure, c'était tranquille. Ça, il faut le garder.
Il ne faut pas faire un data mesh avec des données réparties partout, puis le gars qui veut croiser deux trucs, ben, il lance un projet de 6 mois pour récupérer les données, machin, etc. Non, il faut que les données elles soient toutes au même endroit. Et il y a un côté standard. Et là, je vais faire mon vieux, mais dans le monde de la data, l'API standard de connexion, ça reste le SQL. Hein, on a plein de produits, de vis, de machins, de trucs qui bidulent. Et en fait, ils parlent SQL. Donc il faut une base qui parle SQL aussi. On a connu la période Hadoop, et en fait, on était bien avec nos data sur HBase, sauf qu'il n'y avait rien qui pouvait s'y connecter. Voilà. Donc il faut garder à l'esprit quand même le côté standardisation, parce que vous allez brancher des trucs dessus. Le but du jeu, c'est pas juste de stocker de la donnée quelque part. Et le troisième point, c'est le scale. Le scale d'un point de vue storage, parce qu'on en met des données. Hein. Donc là, en haut, je vous ai montré une requête chez nous. Alors, j'ai pris la plus grosse table qu'on avait. Hein. C'est mon quart d'heure. J'ai la plus grosse. Voilà. Cette table-là, c'est notre table de log de sécurité. Alors, c'est le début. Hein. Le but du jeu, après, c'est de faire de la data science dessus pour pouvoir analyser et tout de suite identifier les comportements anormaux au niveau de l'accès aux données ou de l'accès à notre système. Bon, bah, rien que la table, elle fait 100 terrains. Voilà. Notre Teradata, je crois qu'il faisait 40. La table, elle rentre même pas dans le Teradata qu'on avait avant, quoi. Donc ouais, le scale, c'est une réalité, quoi. Il faut s'y préparer. Le scale sur le storage, mais aussi le scale sur le compute. Et là, le SQL, ça transforme un besoin en un DAG qui est distribué. Donc ça marche. Alors, implémentation, 3 principes, assez rapidement. Hein. Il faut que ça soit facile de faire des trucs simples, mais possible de faire des trucs complexes. Parce que l'air de rien, la data, tout le monde n'a pas le même niveau. Pay as you use, parce que là, les gens, quand ils viennent, il faut que ça coûte 0 au départ. Et ensuite, il faut que ça soit facile à maintenir pour l'utilisateur. Ça, c'est pour éviter la dette. Il ne faut pas que le gars, 6 mois plus tard, quand il a un truc à faire, se dise « Non, je ne vais pas le faire, trop compliqué, pas possible. » Voilà, il faut que ça soit simple. Voilà. Peut-être qu'au début, c'est un peu dur, mais après, au moins, il va faire vivre le truc. Ça ne va pas mourir. Voilà, ça, c'est nos personas. Il faut s'y attendre, hein. Dans la data, on a un peu tout et tout. Hein, Donc les principes, donc du coup sur la plateforme, nous elle était full SaaS, infrastructure less, complètement décentralisée, et on a bien une équipe qui s'occupe de la plateforme et qui va améliorer le comment est-ce que ça fonctionne, et on a plein d'équipes dans les domaines qui vont exprimer le quoi, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Voilà. Le comment, c'est la plateforme qui le gère. Et c'est elle qui le gère pour faire s'améliorer dans le temps. Voilà, il ne faut pas que les trucs soient écrits en dur et que le comment, ça soit le même dans 5 ans tant que la personne n'a rien fait. Voilà. Alors, la data, c'est simple comme une bière. Attends bien, on va en boire après. On a repris juste les principes d'un dataware standard, sauf qu'on les a mis en tout petit et on les a distribués un peu partout. Donc on rentre de la donnée et surtout, faut pas la transformer la donnée, faut que de la put dans le lit à cet endroit et non transformer. Pourquoi? Parce qu'après ça nous donne la capacité de faire toute la recette qu'on veut. Voilà. Peut-être que les données, en fonction des saisons, elles seront pas pareilles. Par contre, ce qu'on va en faire derrière, c'est toujours la même chose. Donc on a un SaaS entre les deux qui va cadrer et qui va définir un input port au sens data product. Ensuite, on explique les règles. Potentiellement, on va chercher des trucs ailleurs. On va avoir besoin de s'alimenter d'un élément qui est partagé par une autre équipe. Et pareil, on va cadrer comment ça va rentrer dans nos règles de transformation. Et à la fin, on va le publier sous une forme qui est facilement utilisable par le consommateur. Je pense que là, tout le monde a compris. Voilà. Alors, pour que ça marche, sharing, understanding, using, il faut un vocabulaire. Il faut que les gens comprennent de quoi on parle. Voilà. Et chaque personne, quand elle va venir chercher sa data, elle va avoir son propre vocabulaire. Ça reprend le domaine expliqué par Christophe tout à l'heure. On va avoir un vocabulaire par domaine. Il va falloir le définir. C'est là où on a Colibra. Donc cet outil, Data Governance Portal, où on va définir l'ensemble des vocabulaires qui vont être partagés ensuite dans l'entreprise pour plus qu'il y ait de questions sur c'est quoi un client, c'est quoi un magasin. Ça semblait évident il y a 20 ans. Aujourd'hui, ça bouge un peu quand même.
Voilà, donc dans notre Data Governance Portal, on retrouve la définition, on retrouve les liens entre les objets, et on retrouve le descriptif détaillé de tout ce qu'il y a à l'intérieur d'un objet. Et ça va permettre cette capacité de recherche sur la data. Mais c'est pas que un objet technique, c'est aussi des gens qui vont venir accompagner cette transformation au sein de chaque domaine. Donc voilà, l'entreprise est découpée chez nous en plateformes. Dans chaque plateforme, on va retrouver des domaines, potentiellement ensuite des produits. Et on va avoir une équipe qui va venir infuser cette notion pour que chaque domaine prenne en charge la définition de leur business term, de leur business attribute et le partage avec tout le monde. Voilà. Et la donnée, elle doit être partagée avec ce vocabulaire qui est défini. Ce vocabulaire, c'est vocabulaire. Potentiellement, il peut y avoir un vocabulaire local, un vocabulaire national. En Bretagne, vous allez voir des panneaux, c'est écrit en breton. Bon, maintenant on comprend rien, mais juste en dessous, il y a le panneau écrit en français. Des fois, il faut partager avec plusieurs vocabulaires. La même chose, la même information. Voilà. Alors, où est-ce qu'on en est? Pour terminer, j'espère que je n'ai pas trop débordé. Alors, au niveau du catalogue, le Data Finder. Aujourd'hui, dans notre catalogue de données d'entreprise, on a 4000 datasets qui sont partagés. Ça fait à peu près 7 pétas de données. On a à peu près 300 utilisateurs journaliers, 700 à la semaine. Les gens ne passent pas leur vie dessus, hein, sauf les honneurs de temps en temps, certains pour répondre, ceux qui sont très sollicités. Mais sinon, on vient, on cherche, on demande un accès, puis après, le gars, il va bosser. C'est pas un outil qu'on utilise tous les jours. Et ça gère dans l'entreprise 12 000 accès aujourd'hui. Et notre deuxième produit, le Data Hub Pipeline, qui sert à transformer, à charger la donnée pour pouvoir l'exposer. Alors, c'est un modèle distribué, donc ça a créé 750 projets GCP, c'est un peu des appliances, parce qu'on a 750 clients au sein de ADO, qui brassent 3,5 pétas de données, 3,5 pétas de données enregistrées dedans. Alors tout ça, c'est géré par 2-3 personnes, et encore, ils ne font pas ça full-time, j'en ai vu, là, il y en a certains qui sont là. Parce que tout est automatisé, hein. Les déploiements, on fabrique un projet, on déploie des trucs, on les met à jour, etc. Alors, ça est 10 000 configurations aujourd'hui, à peu près 50 000 jobs par jour, ça brasse tous les jours 500 Tera de données. Et j'ai rajouté ces chiffres parce que c'est assez typique du cloud, où les échelles, elles sont exponentielles. Hein, alors, on va avoir des tables de quelques kilos, des tables en Tera. Et là, 2% des requêtes, c'est 80% du billing côté BigQuery. Et 80% des requêtes, c'est 0,2% du billing. Le scale est juste dingue sur le cloud. Et les gens, c'est comme ça. On va avoir des gens qui continuent à avoir leurs données avec un niveau de données, une granularité un peu comme avant, quoi. Et puis maintenant, on a des jeux de données juste monstrueux. Et ça, il faut s'y préparer. Ça, c'est le scale vraiment. C'est qu'on n'a pas la main là-dessus. Quand on donne les clés du data mesh à nos utilisateurs, ils font ça. Donc il faut être prêt à accepter ça, à plus ou moins le paramétrer, après à les guider, les aider. Mais ça, c'est des vrais use cases. Voilà pour chez nous. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui et notre petite histoire. Voici. Merci Alex. Tu as généré une vague de questions. Donc, il y a des questions qui se répètent, donc je vais prendre une question très importante. Quand on parle de data mesh, j'ai résumé 2 ou 3 questions. Est-ce que c'est adapté pour toutes les entreprises ou pour toutes les BU? Est-ce que, avec ce concept data mesh, est-ce qu'on peut répondre à une société où on a 10 personnes ou 100 personnes ou 1000 personnes? Est-ce que c'est adapté à tout le monde? Est-ce que c'est adapté à toutes les BU? Alors ça va fonctionner, hein, je pense. Ça va fonctionner pour tout le monde, ça c'est sûr. Par contre, il y a un coût. Parce que l'industrialisation de ce genre de truc qui va générer des tonnes et des tonnes de projets GCP et qui va les maintenir, etc., ça a un coût. Alors si c'est pour fabriquer 1000 projets GCP, c'est rentable d'investir dans de l'industrialisation. Si vous avez 5 Tera de données et que vous n'êtes que 5, vous le faites
faites à la main, j'aurais tendance à dire l'industrialisation, donc en fait vous en faites pas, quoi. Vous créez votre projet GCP et vous le faites vous-même. C'est vraiment cette histoire de scale. Je laisse... 100% d'accord. C'est pareil avec l'application et les microservices. Est-ce qu'on fait tout le temps des microservices pour une application? Bah non. Non, parce que c'est une complexité. Donc c'est bien quand on a, je sais pas, le site web de Laurent Merlin France à faire. On a 10 millions de pages vues, on a des trucs qui doivent scaler à mort. Bah, là, il faut y aller. Par contre, si on a une appli avec 10 utilisateurs, on va peut-être pas commencer à faire des microservices, quoi. On va y aller cool. Donc c'est un peu pareil en fait. Alors après, à l'échelle d'ADO, pour répondre à la première question, il y a quand même des échelles assez importantes. Donc une BU comme Laurent Merlin France, etc., c'est quand même déjà des volumes de données, des nombres d'équipes, etc. Donc le data mesh s'applique quand même assez bien à ça en fait. Il y a une complexité aussi, il ne faut pas se leurrer, il y a une complexité aussi dans gérer tout ça. C'est pas parfait, voilà, on met beaucoup l'accent sur les vocabulaires, sur les business terms, tout ça. Tout n'est pas complet aujourd'hui, des fois on a encore du mal à trouver de la donnée. Voilà, donc c'est sûr, ça fait partie de la complexité du sujet. Mais pour moi, oui, au niveau d'ADO, ça s'applique vraiment bien. Et après, dans les petites sociétés où il n'y a que quelques personnes, tout ça, je pense que c'est pas forcément nécessaire d'aller chercher autant de propriétés en fait. Une autre question liée plus aux choix qui sont faits chez ADO. Il y a une question qui nous dit pourquoi avoir développé un catalogue de données alors qu'il y a des solutions prêtes à l'emploi sur le marché, type Collibra. Sachant que je sais qu'on a Collibra, mais pourquoi avoir développé tout ça or qu'on a des choses qui sont présentes sur le marché? Alors le catalogue de données, le besoin principal, c'était surtout de gérer les accès. Voilà, et gérer les accès, c'est un spécifique par rapport aux règles qu'on va mettre dans l'entreprise, la granularité d'accès, etc. Il y a une couche de sécurité. C'est le but premier du catalogue, c'était surtout de gérer les accès, de pouvoir libérer l'accès à la data. Alors, oui, c'est possible, nous on était intégrateurs à l'époque, donc en général la première chose qu'on fait c'est qu'on regarde s'il n'y a pas déjà un truc dans le marché pour répondre à notre besoin. Mais en fait ça devient tellement spécifique à notre business, et puis là, aujourd'hui, Data Mesh, on commence à trouver certains produits, mais je vous rappelle 2018. En 2018, globalement, il n'y avait rien. Il y avait Collibra, mais il ne gérait pas les accès. On prend une dernière question pour qu'on soit dans les temps. Une question ADO. Du scale, mais est-ce qu'il y a des quotas tout de même, tout de même, histoire de ne pas ruiner ADO? Alors oui, il y a des quotas qui sont implémentés directement sur l'org, donc l'ensemble des projets GCP. Là, en l'occurrence, c'est un truc qui est fait avec l'équipe sécurité. Donc en gros, on a le droit, quoi. C'est pour ça. Mais sinon, ouais, il y a des quotas partout, et en parallèle, il y a une équipe dédiée, FinOps, qui check, qui fait attention, qui regarde et qui accompagne les utilisateurs, parce qu'on a tous les logs, etc. Donc on arrive à détecter des comportements FinOps un peu trop exagérés. Donc cette équipe, elle est là justement pour les prévenir, pour aller les voir et pour les aider. Après, c'est toujours un calcul de ROI. Bon, sur la sécurité, le ROI, c'est compliqué. Ouais, non, c'est juste pour dire, tu l'as pas dit, mais la requête que tu as montrée tout à l'heure, en fait, c'est 500 €. Oui. Voilà. Mais je l'ai pas lancé, c'était un vrai. Donc avec le cloud, on peut faire beaucoup de choses. On peut dépenser aussi beaucoup pour. On se permet. Voilà, donc il faut contrôler un peu tout ça. C'est vrai pour tout le cloud, c'est pas vrai que pour la data. Maîtriser, mettre des quotas. Aujourd'hui, on est plutôt assez open, je pense, au niveau d'ADO. On contrôle un petit peu plus après. Voilà, mais bon, ça devient de plus en plus courant. On a des use cases là, sur par exemple le machine learning, où un training va coûter 3 000 € par exemple. Juste traîner un modèle. Donc après, il faut bien calculer le ROI. Est-ce que ça vaut le coup par rapport au gain? Voilà. On ne peut pas non plus bloquer d'emblée, quoi. Merci beaucoup. Merci d'applaudir Alex et Christophe. Et nous sommes très ravis d'accueillir aujourd'hui la société
Valley, qui va nous présenter sa vision du data mesh avec Charlotte et Fouad. Merci de les applaudir. Donc toujours pour vos questions, n'hésitez pas à poser les questions. Je vais essayer de faire l'aristide et poser la question aux invités. Merci beaucoup pour l'accueil. Merci beaucoup pour cette invitation à ce meet-up. J'avoue que je suis une fervente des meet-up. Je co-organise moi-même le meet-up Paris Data Ladies pour ceux qui sont sur Paris. Donc voilà, donc ravi d'être là. Effectivement, donc nous, pourquoi on parle aussi de Data Mesh ce soir? Parce qu'on a un background de consultants. On est une équipe, voilà, on va voir tout de suite. Ah, il y a une photo qui a sauté, dommage. Vous ne verrez donc pas Fahim, qui est un de nos associés. On est 4 cofondateurs chez Valais. On recoupe différents backgrounds tech, data, intelligence artificielle, data gouvernance. Et en fait, on a créé Valais il y a à peu près 1 an et demi parce que, de par ce qu'on a vu chez différents clients, tout type de projets, des entreprises CAC 40, PME, même des startups, on a rencontré souvent les mêmes problèmes. On va en parler juste après sur les projets data qui peuvent être parfois compliqués, notamment la collaboration entre le data, le business, etc. Et on a vu naître finalement aussi, comme on l'a vu avec l'approche de Zamac, le data mesh, cette tendance qui a commencé à arriver. Donc on s'est vraiment intéressé à ça et on a eu envie en tout cas d'apporter une solution. Juste très rapidement, là où on en est, donc, comme j'ai dit, on a été créé il y a à peu près 1 an et demi. On évolue évidemment dans l'univers start-up parisien. Donc on est incubé à Station F et Télécom Paris. On s'appuie aussi sur des partenariats académiques auprès de certaines écoles d'ingénieurs notamment pour faire des projets avec les étudiants parce qu'on trouve ça super intéressant et ils sont ravis de bosser avec des startups. Et on a aussi des partenariats technologiques, notamment avec les différents cloud providers du marché et plus spécifiquement avec Scaleway qui est notre partenaire privilégié parce que cloud provider français est donc souverain et c'est quelque chose qui nous tient à cœur aussi. Donc voilà ce que je voulais dire en petite intro sur nous. Donc pour revenir, je vais pas, ils ont très très bien décrit effectivement l'approche, d'où elle vient, etc. Et c'est vrai que nous c'est quelque chose qu'on a vu en tant que consultant. Autant il y a quelques années, on construisait des data lakes en masse. Ensuite, on a un peu l'entre-deux où on commence à avoir des sortes de domaines. On peut pas vraiment encore appeler ça des domaines, mais tout du moins des périmètres qui naissent pour faire plus spécifiquement de la data science ou de la BI. Et donc plutôt de la BI historiquement avant la data science d'ailleurs. Et ensuite l'approche data mesh où on est vraiment sur des domaines autonomes, indépendants vis-à-vis de la construction des fameux data products. Donc ça c'est ce qu'on a vu évidemment. Et du coup ce qu'on voulait vous partager ce soir c'est un retex qu'on a fait chez un client dans l'assurance. Voilà, donc c'est surtout vous partager ce retex dans un premier temps et voir ensuite comment effectivement notre solution peut répondre à la problématique. Donc chez cet assureur, on est chez un assureur tout ce qui est plus classique, ils font de l'assurance santé, vie, prévoyance, etc. Et en fait, donc l'histoire fait que ils ont une partie avec tous les SI opérationnels qu'on peut retrouver chez un assureur. Ils sont passés par du coup l'ère Data Lake. Récemment, je crois il y a 2 ans, ils ont fait la migration sur Snowflake. Ils ont mis en place un dictionnaire des données parce qu'ils étaient confrontés évidemment à ce problème-là. Eux, ils ont choisi Data Galaxy, voilà, qui est notre solution du marché. Et il y a eu le pôle Data Science qui a émergé et qui vient du coup en fait s'appairer à toute cette notamment à ce dépôt qui est sur Snowflake.
Voilà. Et l'équipe Data Science évolue avec des outils que vous connaissez tous, Spark, S3, SageMaker, etc. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'équipe Data Science? L'équipe Data Science, en fait, c'est une équipe technique, mais qui n'est justement pas intégrée à la DSI. Et dans notre problématique, on a deux mondes. On a le monde de la DSI à gauche, et on a le monde de la Data Science à droite. La DSI, elle, très, très classique, très, on va dire, conservatrice. Elle vient de Vertica, elle a ses gros ERP, elle a du MVS. Pour ceux qui savent encore ce que c'est. Et puis la data science, eux, dès qu'ils ont vu le cloud émerger, on va aller sur le cloud, on va être libéré de l'équipe DSI. Et en fait, on a deux mondes qui se tolèrent, qui sont obligés de communiquer ensemble. Et surtout, la DSI le vit mal parce que la data science a été leader sur l'adoption du cloud. Et l'équipe data science est hyper frustrée parce qu'elle n'a pas du tout accès à la data. Et à chaque fois, elle doit quémander des alimentations. Et donc on a deux écosystèmes qui se tolèrent, qui essayent de cohabiter. Et du coup, on nous a posé la question un jour, comment on peut mieux vivre ensemble. On a entendu parler du data mesh, et surtout, ce qui était dit dans l'introduction, le data mesh, c'est pas que de la technique, c'est aussi un côté social, c'est aussi cette problématique organisationnelle, et c'est aussi pour ça qu'on vous parle de cette guerre entre ces deux mondes. La data science, elle parle énormément avec les métiers. Et ces métiers, ils veulent reprendre la main sur leurs données, et c'est même eux qui ont demandé à l'équipe Data Science de jouer ce cheval de Troie pour aller casser un petit peu les défenses de la DSI et d'aller chercher la data qui est enfermée dans ce data lake, dans ce snowflake. Et là, c'est pas une question de technologie, c'est vraiment une question de mindset. Est-ce que mon métier a le droit de venir regarder un petit peu ce qu'il y a en termes de données côté DSI? Est-ce que le métier a le droit de solliciter des projets techniques, alors que généralement c'est plutôt le périmètre de la DSI? Voilà, c'est un petit peu ça l'histoire. Du coup, effectivement, quand ils nous ont posé la question vis-à-vis de l'approche data mesh, on s'est posé un petit peu avec Fouad. On s'est dit, soit on leur montre ça, qui est en fait une transition pour aller vers le data mesh à l'état de l'art, qui serait évidemment une répartition par domaine, avec effectivement dans chaque domaine à la fois l'operational plane dont parlait Christophe tout à l'heure et le analytical plane. Donc ça demande, en termes de transition, c'est un petit peu violent. Il faut réorganiser beaucoup de choses. La DSI, il faut qu'elle soit en mode catalogue de services, il faut que cette transition se fasse aussi. Donc voilà, quand on voit ces deux schémas côte à côte, honnêtement, on peut prendre peur, et c'est ce qui s'est passé. Voilà, la cliente a un peu eu peur. Pourtant, c'est beau. Pourtant, ça pourrait être sympa, on se dit trop bien, on va résoudre tous nos problèmes. Mais bon, en même temps, comme on l'a dit, c'est avant tout un problème humain et organisationnel et de comment on y va en fait. Et du coup, je vous ai mis, je trouvais ça intéressant, j'ai essayé un petit peu de retranscrire en fait les peurs qu'elle a eues et les questions en fait qu'elle nous a posées. Donc elle a dit ok, donc en fait ce que je vois sur le schéma, c'est différents domaines qui reprennent la main, qui sont autonomes. Donc du coup, ma data factory en fait elle disparaît, elle n'existe plus dans votre schéma. Première crainte. Que devient la data factory? C'est une bonne question. Deuxième question, super, mais du coup, c'est un peu la petite question d'ailleurs qu'il y a eu tout à l'heure sur, du coup, je dois pour chaque domaine recruter en fait tout un panel de compétences pour que ce domaine soit autonome. Donc là, en termes de recrutement, je pense que l'équipe RH tire un petit peu à langue. Troisième crainte, est-ce que, mais c'est encore une fois une des questions qu'on a eues tout à l'heure, est-ce que cette transition elle est vraiment nécessaire? Est-ce qu'on est obligé de la faire? Est-ce que si on ne la fait pas, demain on n'est plus du tout compétitif, on passe à côté de quelque chose et du coup c'est vraiment mandatory? Est-ce que du coup il faut repenser l'entièreté de l'organisation? Auquel cas on n'est pas du tout sur un petit projet, on est sur un truc énorme et vraiment ça veut dire qu'il faut peut-être aller chercher du sponsoring plus haut pour ce projet. Donc là on parle de quelque chose de beaucoup plus conséquent que ce qu'on avait imaginé au début. Donc voilà, ça c'était ce qui est ressorti en réunion.
Donc on a essayé un petit peu de reprendre point par point et surtout d'avoir, enfin, ce qu'on a eu en tête aussi vis-à-vis de cette cliente, c'était de lui dire, mais en fait, oui, les concepts, le bouquin de Zamac, c'est très bien pour de la théorie, mais est-ce que, enfin, ce qu'il faut surtout, c'est adapter ce livre. Ne le prenez pas comme une bible qu'il faut retranscrire ligne à ligne, pas du tout. Donc on a essayé de dédramatiser chacun de ces points et de se dire, ben, en fait, comment on peut imaginer une transition beaucoup plus douce, quoi, en somme. Oui. Oui, donc effectivement, en gros, ça ne va pas la changer dans ces grandes lignes. Effectivement, tu fais bien de dire de ne pas prendre le livre de Zamac comme une bible. C'est plein de concepts qui étaient déjà utilisés auparavant. La transition de l'app-mesh vers le data-mesh, c'était complètement naturel pour ceux qui avaient déjà fait de l'app-mesh. Bon, c'est cool, on a au moins un dialogue et un vocabulaire commun. Elle met aussi surtout le doigt sur la gouvernance, qui était un vrai pain point et qui est le talon d'Achille de tous les techniciens qui aiment faire de la technique, qui aiment redévelopper des choses, qui aiment casser les gros monolithes en petits morceaux, mais qui sont très mauvais en gouvernance. Parce qu'il y a des gens qui sont bien mieux adaptés que nous pour le faire. Et donc pour revenir sur notre cliente, donc effectivement son équipe Data Product Team, pour elle ça ne va pas changer grand chose. Elle va toujours avoir des producteurs de données, elle va toujours avoir des consommateurs. Et en définitif, elle va toujours devoir s'appairer à son système legacy. On parlait d'un ERP tout à l'heure. Là aujourd'hui pour elle c'est du MVS. Il va falloir toujours s'appairer avec du MVS. Est-ce que le MVS est accessible via l'API? Est-ce qu'elle peut avoir ses data products? C'est des questions qu'on se pose. Est-ce que le MVS doit aller jusqu'au data product? Pas forcément. On peut le prendre aussi comme une source de données consommable par des API, et c'est surtout le choix qu'ils ont fait. Là-dessus, elle va pouvoir s'appuyer sur l'équipe team. La DSI, on a quand même réussi à les amadouer. Ils sont partenaires aujourd'hui parce qu'ils ont rattrapé aussi leur retard sur le cloud. On les a pas mal accompagnés. L'équipe Data Science a eu l'intelligence de tirer aussi le frein à main pour embarquer aussi le reste de l'entreprise sur ce changement technologique et organisationnel, parce qu'on a quand même des gens pour qui le cloud, c'est perturbant. Ils avaient raté l'étape virtualisation de machines, donc arriver à des machines virtuelles dans le cloud, pour eux c'était très compliqué, surtout quand ils avaient l'habitude d'avoir les serveurs sous la table. Voilà. Et bien sûr, ils ont toujours la possibilité de s'appuyer sur des sociétés partenaires. Tout à fait. Donc le deuxième point, c'était le sujet justement sur la partie recrutement, la composition de ces teams qui vont être dans les domaines. Oui, c'est vrai que là, ce qu'il y a sur la slide, c'est un petit peu c'est le cas idéal. On aurait besoin de toutes ces compétences-là parce que justement, pour être capable d'assurer le delivery de bout en bout du produit, il faut qu'on couvre tout ça. Bon, donc là pareil, encore une fois, on dédramatise un petit peu le truc, on va pas se mentir, en vrai, dans son équipe, il y avait des profils qui étaient en capacité de couvrir plusieurs de ces compétences. Donc déjà, un back-end engineer et un data engineer, voilà, ils ont des choses qui coïncident. Côté DevOps, MLOps, là aussi, je ne veux pas rentrer dans le débat de la moindre différence, mais c'est aussi des méthodologies, des méthodes de travail qui en fait sont très similaires. Voilà, donc c'est déjà aussi de se dire en fait comment on peut constituer cette équipe avec des membres et des compétences qui sont déjà là. Oui, qui sont déjà là. En définitive, ils partagent tous un ADN commun, c'est-à-dire que c'est tous des techniciens, développeurs, qui ont plus ou moins de connaissances avec la data. Donc oui, ils vont tous avoir une marge de progression. Est-ce qu'elle est infranchissable? Non. Est-ce qu'elle est faisable avec de l'accompagnement et quelques test and learn, enfin fail and learn? Oui, c'est complètement faisable. Et dans le temps de l'entreprise, dans le temps des projets, c'est complètement absorbable. Donc c'est un schéma parmi tant d'autres. Est-ce que tous les domaines doivent avoir ce panel aussi large? Non. Certains data products sont plus complexes que d'autres. Donc aussi, le modèle organisationnel doit s'adapter. Il y a juste un élément sur lequel on ne transigera pas, c'est le data product owner. C'est vraiment la personne qui est accountable sur son produit. Mais dans la réalisation, il faut juste s'appuyer sur les bonnes ressources au bon moment qui ont la volonté de bien faire. Et du coup, il y avait la question sur aussi la Data Factory, qu'est-ce qu'elle devient dans cette transition.
Et là-dessus, nous, la réponse, ça a été de dire, en fait, elle devient une data product factory, dans le sens où elle va mettre à disposition les bons outils, faciliter le déploiement, faciliter la construction de ces data products, et elle va agir en fait plutôt sur des aspects de coordination et de gestion transverse de ces différentes data productibles. L'idée, c'est d'être un peu le facilitateur et de mettre à disposition des outils, des standards qui vont être quand même communs à certains de ces data products pour accélérer leur déploiement et aussi la diffusion de bonnes pratiques de code, des choses comme ça. Et donc, la DSI, c'est une entité transverse qui va aller de domaine en domaine avec ses ressources dispatchées de projet en projet, tout simplement. Donc, si on revient à notre schéma de tout à l'heure, on arrive plutôt à ce que nous, on a appelé un data mesh hybride. Voilà. Pour elle, on lui a plutôt fait un schéma de ce type-là. Bon, il y a une petite coquille, clairement, entre les data products, il manque une petite flèche, parce qu'on peut, évidemment, un data product peut consommer, être client d'un autre, etc. Et du coup, on lui a dit, mais finalement, ça peut déjà être de redessiner un petit peu plus au sein de ce périmètre data science des data product teams qui vont déjà, elles, être plus proches du métier, puisque finalement, par exemple, un data scientist qui va être dans cette team A va peut-être du coup se spécialiser, si le data product est pour, je sais pas, le marketing, on va avoir un data scientist qui va commencer à se spécialiser sur le métier du marketing. Et ça peut aussi être intéressant en termes de parcours de carrière pour ces profils-là, qui ont envie de s'intéresser à un métier. Et surtout d'être plus proche et donc de faire des data products qui vont répondre plus finement aux besoins du métier. En fait, on rejoint la question qui a été posée. Est-ce que toutes les entreprises sont faites pour faire du data mesh? La réponse est toujours non, et on la partage à 4000%. Et là, c'en est clairement la preuve. Ils n'ont pas la maturité technique, ils n'ont pas la maturité organisationnelle. Il y a aussi un mindset, le mindset de la décentralisation. On a toujours une DSI qui est très conservatrice, qui veut garder son puits de données unique qui est sa seule source de vérité. Donc avant, il faut faire aussi le compromis de dealer avec cette entité et donc d'aller aussi un petit peu dans son sens, le temps qu'il fasse aussi sa phase d'apprentissage. Dans le deuil, il y a 5 stades. Donc voilà, il en est là. Et à côté de ça, on a aussi des métiers qui veulent aller beaucoup plus vite que la DSI, qui veulent innover, qui veulent tirer parti de leur data. Et donc, l'idée, c'est de faire des systèmes un peu intermédiaires, en piochant le meilleur des deux mondes pour satisfaire les différents modèles organisationnels. Bon, on va quand même parler rapidement d'outils, évidemment. Donc l'idée, c'est on revient très rapidement, mais on en a parlé tout à l'heure. Quand on était sur l'ère effectivement monolithe, on avait plutôt des technos assez lourdes qui vont couvrir cette partie data warehouse. Et aujourd'hui, je pense que vous le voyez dès que vous faites votre veille, la notion de modern data stack, on la voit partout. Donc ça revient en fait à avoir un assemblage finalement d'outils spécifiques sur chacune des dimensions où on a des problématiques. Et on fait cet assemblage, voilà. Pardon. En fait, pourquoi on a mis cette slide? Pourquoi on a mis cette slide? Tout simplement, c'est une des craintes aussi de la DSI. Elle a eu beaucoup de choses aussi sur le data mesh, ils ne sont pas non plus complètement obtus et fermés. Ils ont bien compris la notion de self-service, la notion de chaque domaine peut avoir sa stack pour répondre à son besoin, à sa juste taille. Donc effectivement, tout le monde n'a pas besoin d'avoir un Airflow déployé dans son domaine pour réaliser son data product, et tout le monde n'a pas besoin de faire du DBT. Et pour cette DSI, sa crainte, c'est de devoir gérer un catalogue de services aussi large et aussi vaste. Alors que lui, dans sa tête, il est plutôt en mode photocopie. Ce qui marche pour le domaine A doit marcher pour le domaine B, doit marcher pour le domaine C, ce qui est très consommateur en ressources et ce qui est économiquement inefficace. Et donc, sa grande difficulté, c'est comment il arrive à mutualiser un Data Galaxy Airflow avec un Data Galaxy Databricks DBT, avec un Data Galaxy Looker Fivetran.
C'est vraiment ça sa vraie problématique. C'est comment au quotidien il arrive à fournir ses services de manière unifiée, sans couture, à ces différents domaines pour que tout le monde ait la même expérience utilisateur. Et ça, aujourd'hui, c'est un échec, il n'y arrive pas. C'est aussi une de ses craintes et c'est pour ça qu'il reste en fait dans son paradigme. On a vu avec ADO, il y a une très forte adoption de GCP et c'est très bien, tout le monde tire dans le même sens, tout le monde tire vraiment parti de ces outils et il y a cette volonté d'accéder à ce catalogue très riche de services. D'autres n'ont pas ce choix. Pour autant, même s'ils sont sur Amazon et qu'on va retrouver le même panel, pour autant les utilisateurs ne sont pas tous au même niveau technique, ils préfèrent aller utiliser des environnements un peu plus clicodromes, moins programmatiques. Et voilà, et c'est ça en fait la problématique de la DSI au quotidien. Du coup, ça amène, selon nous, cette vision donc, de la moderne data stack, où finalement chaque domaine va être indépendant, autonome, donc il pourra choisir, dans le monde idéal toujours, hein, le spectre d'outils qui lui va bien et faire cet assemblage. En fait, ça va aussi amener effectivement son lot de problèmes. Donc on parle effectivement là nous on dit que c'est un peu un patchwork inconsistant entre les différents domaines, comment je garantis l'interopérabilité entre les domaines. J'ai des coûts qui vont aussi être importants puisque chaque domaine va se doter de X outils. J'ai une problématique de gouvernance transverse et d'observabilité transverse de ce qui se passe et de la data. Le lineage entre différents outils, le cauchemar. Et j'ai des problèmes aussi en termes de sécurité, puisque le plus j'ai d'outils qui s'assemblent, le plus je suis vulnérable à de potentielles attaques également. Et le dernier point, c'était sur un peu la undemocratization, qui est vraiment tout ce qu'on veut éviter. C'est que finalement, ces outils qui sont des outils assez experts et spécialisés vont demander du coup des compétences expertes. Donc en fait, alors qu'à la base, on voulait rendre la main à des personnes moins techniques, à des personnes plus business, à la data, en fait, on avait fait un peu inverse. Donc c'est pas vraiment ce qu'on voulait au début. Et donc voilà, on arrive un petit peu à la réponse que nous on souhaite apporter là-dessus, c'est de faire ce mariage en fait data, business, donc au sein de ces fameux domaines autonomes. Nous, on le propose sur notre plateforme au travers de ce qu'on appelle des workspaces qui vont en fait permettre à ces différents profils de mieux collaborer ensemble. Effectivement, l'idée de notre solution est donc de pouvoir répondre à cette problématique de patchwork, les rendre un petit peu unifiés, les intégrer au travers d'une même interface et de pouvoir avoir la même expérience utilisateur, qu'on soit technique ou business, quel que soit le cloud provider, quelle que soit la technologie sous-jacente. Donc l'idée, c'est de retrouver au travers de 5 piliers les problématiques de gouvernance, traçabilité et reuse, au travers d'un asset registry qui a aussi pour vocation d'être un repository de data contract, et qui va permettre d'identifier les différents domaines et quel est le but de chaque domaine d'un point de vue production d'assets. Des outils de respect de la privacy, parce que c'est un véritable enjeu aussi quand on va échanger de la donnée entre deux domaines. Il peut y avoir des règles qui vont nous empêcher en fait de les croiser, sauf si elles sont anonymisées ou de type données synthétiques. Donc l'idée, c'est aussi de pouvoir retrouver des outils qui sont facilement actionnables et surtout auditables au regard de RGPD ou d'autres problématiques de compliance interne à l'entreprise. Bien sûr, sur l'ingestion, préparation de la donnée, c'est surtout s'appuyer sur des outils de standards du marché, les intégrer de manière très simple, justement pour résoudre cette problématique de lineage entre différents composants, entre un Airflow qui aurait des composants de traitement de données internes, ou alors du DBT, ou alors ces nouveaux ENL de type 530. D'un point de vue data science, l'idée c'est aussi de ramener une expérience commune entre techniciens, data scientists, data analystes, mais aussi métiers, qui puissent participer aussi, lui, le métier, à venir au plus proche des data scientists et autres techniciens pour comprendre dans quel sens la donnée est manipulée. Quel est le début de réponse qui est trouvé pour dire au plus tôt, ok, on va arrêter le projet, il n'y a pas d'intérêt, ou alors on va continuer, on a trouvé un intérêt, il y a du signal dans la donnée, et allons plus loin. Outils de management, access role, ce qui est normal, mais on va jusqu'à tracer la propriété intellectuelle des assets, parce qu'on est persuadé aussi que ces domaines ont vocation à être ouverts vers l'extérieur, des partenaires externes, avec qui on a envie de croiser de la donnée. C'est très courant dans le marketing, en ce moment on parle pas mal de data clean room,
Un workspace, donc un domaine, peut-être aussi l'espace où on va partager de la donnée first party pour créer un nouveau asset data qui va servir à mieux segmenter sa population, à mieux la qualifier, à mieux la cibler. Donc, de manière très pragmatique, l'idée c'est, on l'a vu avec le data mesh, c'est d'avoir différents domaines, c'est d'avoir cette surcouche de gouvernance. Cette surcouche de gouvernance, on a pour ambition de l'amener au travers de notre Hubspace qui va vous donner une vision 360 des domaines au travers de nos workspaces, mais aussi des assets, quels qu'ils soient, qui sont manipulés dans nos différents workspaces. Et tout ça s'appuie sur une couche qu'on appelle Data Platform as a Service, qui est aux mains de la DSI. La DSI l'alimente avec son catalogue de services, et nous, on vient jouer le rôle de liant sans couture sur ces différentes briques technologiques pour fournir toujours la même expérience. La plateforme, au-delà de tout ce qui est écrit dessus, il faut surtout retenir, c'est qu'elle est transportable, quel que soit le cloud provider. Oui, on l'a dit en préambule, on a une préférence pour Scaleway. C'est notre cloud provider de cœur parce que souverain et français comme nous. Mais on est très potes avec Amazon, Google et Azure. Il n'y a aucun problème là-dessus, on s'est déployé. Tout ça parce qu'on n'est pas fan du tout de Kubernetes, mais qu'on a du Symmetre. L'idée, c'est ça, c'est du Tetris, tout simplement pour répondre à la problématique data. C'est que chaque workspace va pouvoir embarquer les outils nécessaires à la réalisation de ces fameux data products, supportés par une tour de contrôle qui permet de gérer les accès, le partage et autres aspects collaboratifs en s'appuyant sur un écosystème très très riche que votre superbe DSI sera ravi de vous offrir. La démo va être short. Pour la démo, je vous laisserai revenir vers nous éventuellement pour faire ça dans de meilleures conditions, surtout qu'on ne voit pas super bien. En fait, Je préfère avoir des questions. Et puis oui, on préfère échanger avec vous en live. J'ai des belles questions. Voilà, on avait mis un petit peu les takeaways. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été dites en intro, mais effectivement pour nous, le data mesh, c'est pas une histoire de techno, c'est plutôt une histoire de mindset, d'organisation. Never implement by the book, je l'ai déjà dit. Et nous, on est convaincus que la data stack as a service, telle qu'on la propose, permet finalement d'éviter un petit peu ces pièges, d'ajouter tout un tas d'outils spécialisés pour répondre à chaque problème. Ne vous embêtez pas à faire du build, maintenir des solutions, vous passez énormément de temps là-dessus. Entre recruter les bons profils et ensuite ils passent leur temps à faire ça au lieu de passer du temps à faire des use cases métiers. Voilà, laissez la main à peut-être des éditeurs de logiciels français comme nous, ça pourrait être sympa. Merci à tous. Merci beaucoup. Première question, est-ce qu'il y a des ROI qui ont été calculés pour vos différents clients en mettant en place ce type d'architecture ou ce type d'organisation? Je ne peux pas dire architecture. Alors, déjà oui, je sais que c'est une question complexe. Le ROI, effectivement, on va plutôt le mesurer quand on met en place un use case, un data product, disons, très précis. C'est-à-dire entre le moment où le besoin exprime le métier exprime son besoin et le moment où on délivre le produit final. Est-ce que là-dessus on a gagné du temps? Si oui, combien? Est-ce qu'on gagne ensuite en satisfaction? Et après, le produit en lui-même fait sa vie. Le produit, il a un impact sur le business, sur la meilleure connaissance client, sur du meilleur targeting. Ça, c'est encore une autre mesure de ROI, je dirais. Mais déjà, sur cette partie vraiment de delivery, de gain de temps là-dessus, oui, on peut gagner facilement 30-40% sur une durée standard qu'on voit sur les projets, en moyenne. Non, je suis complètement d'accord avec toi sur la vélocité, c'est le premier KPI effectivement qu'on note. Le deuxième, c'est aussi un KPI économique. On détecte plutôt l'inutilité d'un projet data, d'une part. D'autre part, on identifie beaucoup plus tôt la mauvaise qualité de la donnée manipulée et donc la nécessité d'arrêter le projet
là où auparavant on mobilisait pas mal de ressources humaines sur un sujet en essayant de colmater des brèches alors que le bateau il avait déjà coulé depuis belle lurette. Donc économique et ROI de vélocité. Une autre question. La transformation que vous avez décrite chez votre cliente, la question, combien ça a pris du temps pour mettre en place toute cette transformation-là? Alors, se mettre d'accord sur la transformation, ça n'a pas été très compliqué. On a mis 3 à 4 mois pour réussir à atterrir un petit peu la stratégie. L'implémentation, elle a été un peu plus douloureuse. Parce que, comme je le disais, il y avait une équipe qui était déjà étendue en cloud, qui était déjà présente, en mode un petit peu pas complètement industrialisé. C'était un solution architecte de la DSI qui était détaché, qui était super volontaire. En gros, pendant la phase de design de la solution, on avait réussi à vendre l'idée qu'une core team exploratrice de cette solution pouvait accélérer la chose. Donc c'est pour ça qu'on a eu quelques ressources de la DSI qui ont été partie prenante dans la construction de cette première itération. Et dès qu'il a fallu passer à l'industrialisation, le fait d'embarquer toutes les équipes a été un peu plus long. Beaucoup de formations, Amazon a été très présent sur le chantier, et il aura fallu 1 an et demi pour digérer. Merci Fouad. Donc, une autre question, dans ce cas-là, dans ce type d'organisation, qui manage les compétences data? Alors, les compétences data, elles sont de 2 types. Il y a des compétences data côté DSI qui sont plutôt orientées legacy, et elles ont pour vocation à monter en compétences sur des travaux de data engineering. Et à partir du moment où ils rentrent un petit peu dans ce cycle de formation data engineering, ils passent côté équipe data science. Et du coup, c'est cette équipe data product qui gère ces différentes ressources de type MLE, DE et DS, et qui les diffuse en fait dans les différents domaines. Merci Fouad. Une question plus à Alex. ODBC et SQL, c'est la vie des analystes, mais la cyber n'aime pas ça. La sécu, ils aiment pas quoi? ODBC et SQL, c'est la vie. Ouais. Les analystes, c'est la vie des analystes. Mais la cyber n'aime pas ça. Je sais pas pourquoi ils n'aimeraient pas le SQL. Effectivement, c'est un troll. Hein. C'est un gros troll. Le SQL, c'est sûrement l'un des plus vieux langages et le plus utilisé encore aujourd'hui. Donc, je vois pas pourquoi ils n'aimeraient pas. C'est sécurisé, c'est tout ce qui va bien. Très bien. Je crois que j'ai balayé une grande partie des questions. Merci Fouad, merci Charlotte pour votre présentation. On peut les applaudir. Avant de passer à la bière et au buffet, donc je vous remets ce petit QR code on a plein de posts data, on travaille dans le digital, on a plein de sujets dans le data mesh, dans la data vise, dans plein de choses intéressantes. Donc n'hésitez pas à flasher ce QR code et chercher votre bonheur chez nous. Et maintenant, avant de passer à la bière, j'aimerais remercier nos invités de chez Valais. J'aimerais remercier Alex et Christophe. J'aimerais remercier l'équipe Data Lille d'organiser tout ça sur Meetup, etc. Et un grand merci à Axel qui nous a aidés dans l'organisation de tout ça. Merci de l'applaudir. Et maintenant, on va passer à la bière. Allez, et que la fête commence.